Salut, c'est sympa de nous regarder. Merci. Peut-être que vous n'avez même pas allumé votre téléviseur et que vous suivez l'émission sur notre joli site web Arte plus 7. Ça n'aurait franchement rien d'exceptionnel. Selon des études récentes, les jeunes Européens en particulier boudent de plus en plus la télévision. Pourquoi ? C'est pourtant le meilleur moyen de se détendre avec des chips et un coca. Non ? La Europinion. Non, je ne regarde pas la télé parce que j'ai le sentiment que les programmes sont vraiment abétissants. Parfois, ça en est même vexant. Je me demande si les gens qui font ces émissions croient réellement que ça peut nous intéresser. Ce n'est pas mon cas. Je regarde Netflix par exemple, des séries qui me plaisent ou des films qui m'ont été conseillés. J'aime pouvoir regarder un film quand je veux, sans être interrompu par la publicité. C'est pour ça que je préfère Internet. C'est triste pour nous qui travaillons à la télé, mais c'est vrai. Les jeunes spectateurs européens sont bien souvent des cord-cutters. Aux États-Unis, on appelle ainsi les personnes qui ont coupé le cordon ombilical avec la télévision analogique et ne jurent plus que par Internet. Parmi l'ensemble des Européens, les jeunes Allemands sont ceux qui regardent le plus la télévision numérique sur la toile, suivis des Turcs, des Britanniques et des Espagnols. Mais qu'est-ce qu'ils aiment exactement ? Par exemple, regarder d'autres personnes jouer à des jeux vidéo. Sur Twitch, une plateforme de streaming live créée en 2011, les gamers diffusent leurs exploits en direct sur le net. Les vidéos appelées Let's Play sont suivies chaque mois par plus de 100 millions d'internautes dans le monde. Mais pourquoi donc ? Quand Dyrus, originaire des États-Unis, joue sur son ordinateur, il n'est pas seul. Près de 30 000 personnes le suivent en direct et commentent chaque action. Environ 1,7 million de broadcasters comme lui diffusent leurs parties sur Twitch, une plateforme mondiale dédiée aux jeux vidéo. Ces 4 Allemands ont fondé Rocket Beans TV. Boudi, Étienne, Niels et Simon sont devenus célèbres dans des émissions de gaming à la télévision. Lorsque la chaîne qui les employait les a remerciés, ils ont créé la leur sur Twitch. Bienvenue à Rocket Beans TV. On entre dans la salle de rédaction. Voici tout ce dont on a besoin. On va jeter un petit coup d'œil ici. C'est notre studio principal. 80% des émissions sont tournées sur le même plateau. Rocket Beans TV émet de Hambourg depuis janvier. L'animateur Étienne et le gérant Arnaud aiment la liberté qu'offre le net. On est un peu comme les radios pirates des années 80. Le principal avantage, c'est qu'on est complètement indépendant. On n'a personne au-dessus de nous. Pas de directeur de programme, pas d'administrateur, pas de rédacteur en chef qui nous dit ce qu'il faut faire. Quand on a envie d'un truc, on le fait. En tant que chef indépendant, ils avaient envie d'une chaîne qui soit entièrement consacrée au monde du gaming et à la culture Internet, et qui émette 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça commence avec la matinale. Salut, bienvenue à tous. Netflix va diffuser 4 nouvelles saisons de Gilmore Girls. Was können die eigentlich nicht? Musik? Il propose tout ce qui fait le bonheur du nerd d'aujourd'hui. Des infos sur le gaming, au quiz, en passant par les parties de jeux de rôle qui durent jusqu'à 6 heures. Certains programmes semblent être retransmis en direct d'une chambre d'étudiants et le simple visionnage de la bande-annonce de Star Wars est présenté comme un événement. Leur chaîne de télé artisanale est financée par des abonnements mensuels de 4,99 €, la publicité et le merchandising. Cela permet d'employer 40 salariés à temps complet. Chacun d'eux est tantôt derrière, tantôt devant la caméra. On improvise beaucoup. L'imperfection fait partie du concept. On ne promet pas au public un décor luxueux ni un grand showman qui descend les escaliers. On leur dit en toute franchise, alors voilà, j'ai pas eu le temps de me préparer parce que j'étais sur une autre émission. Et les gens apprécient. Ils aiment cette authenticité et cette transparence.
Les spectateurs, qui sont à 80% des hommes, forment depuis longtemps une communauté soudée. Les innombrables cadeaux qu'ils envoient servent à décorer le studio. Denise regarde la chaîne jusqu'à 3 heures par jour. Ce qui est génial avec Rocket Beans TV, c'est que contrairement aux chaînes de télévision traditionnelles, on n'a pas l'impression d'être le 5 millième spectateur dans les chiffres d'audience. On est pris au sérieux et on fait partie de la communauté, de la chaîne. Quand Boudi teste un nouveau jeu, le chat explose. Sur Twitch, Rocket Beans TV enregistre près de 35 millions de clics. Chaque émission attire jusqu'à 50 000 spectateurs, lesquels participent activement. John écrit « Augmente la valeur la prochaine fois ». J'ai hâte de voir ça. Mais quel plaisir ont-ils à jouer des heures dans un studio improvisé? Ce qui est génial avec le live, surtout dans le domaine des jeux vidéo, c'est l'accessibilité des gens qui sont devant la caméra. Ici, le chat tourne en continu pendant que je joue. Pour les spectateurs, c'est intéressant parce qu'ils savent que je suis connecté, qu'il y a un feedback et qu'il est très probable que je lise leurs commentaires. Interactivité et authenticité, tels sont les ingrédients du succès. Ils ont déjà récolté des prix pour leur web télé et obtenu une autorisation officielle d'émettre en Allemagne. Il reste une marge de progression importante pour la plateforme Twitch. Simon Kochel est en charge du marché allemand et s'occupe entre autres de Rocket Beans TV. Pour lui, il est clair que Twitch est bien plus qu'un créneau sur le net. Twitch n'est pas juste destiné aux nerds. Ou alors, il y a plus de nerds qu'on le croit. Nous avons une cible très large, 15-35 ans en moyenne. Mais bien sûr, il y a aussi des spectateurs plus âgés et plus jeunes. Nous sommes la télévision de toute une génération. Tiens donc, la télévision de toute une génération est regardée sur l'ordinateur portable et non plus sur notre bon vieux téléviseur. Internet aurait-il ringardisé la petite lucarne? Voici les chiffres. Entrons dans le vif du sujet. La télé est-elle bonne à jeter à la poubelle? Non. Selon la Commission européenne, elle est et reste le média le plus populaire en Europe. 84% des plus de 15 ans la regardent tous les jours et ce, sur un téléviseur. C'est tout de même 6% de moins qu'en 2014. En revanche, la part de ceux qui utilisent quotidiennement Internet augmente. En Allemagne, elle est passée en un an de 3,5 à 63%, ce qui représente 44 millions de personnes. Mais il y a mieux. Aux Pays-Bas, 88% des habitants passent chaque jour du temps sur la toile et en France, ils sont même plus de 90%. L'usage de l'Internet mobile a également progressé. 55% des Allemands surfent hors de chez eux, soit 5% de plus qu'en 2014. À l'échelle mondiale, néanmoins, l'Europe est à la traîne dans ce domaine. Seulement 20% des connexions à Internet se font depuis un ordinateur portable ou un smartphone, contre près de la moitié en Asie et plus de 40% en Afrique. Mais l'Europe rattrape vite son retard en matière d'Internet mobile, comme le montre une étude de cette entreprise. À présent, 40% des utilisateurs de YouTube regardent des vidéos en ligne sur leur smartphone. Il y a 4 ans, il n'était encore que 6%. En l'espace de 10 ans, YouTube est devenu la plus grande plateforme vidéo sur le net. Selon ses propres données, le site compterait plus d'1 milliard d'utilisateurs. Toutes les minutes, 400 heures de contenu vidéo sont mises en ligne. Et désormais, les internautes passent 40 minutes de plus par jour sur YouTube. Ce succès tient-il seulement aux vidéos drôles mais floues tournées avec des portables? Non. Le géant du web est aux petits soins avec la jeune garde. Son but, créer les stars de demain et augmenter le nombre de clics. Salut tout le monde, on est jeudi matin et dans ma cuisine, il y a de l'animation. On est en plein tournage là. Apparemment, faire un making-of de son vidéoblog, c'est le truc à la mode. Voilà à quoi ressemble le quotidien d'Amelia Liana, sociologue diplômée et starlette sur YouTube.
Qu'il s'agisse de préparer du thé ou de donner à manger à son chiot, elle filme et commente à peu près tout ce qu'elle fait. Elle a commencé il y a 2 ans et demi à faire des vidéos à tout bout de champ, sous prétexte de réaliser un tutoriel sur le maquillage. Je me suis lancée dans le vidéoblog, le vlogging, quand je me suis mise moi-même à regarder faire les autres. J'ai vu que je n'étais pas la seule à aimer rester chez moi en pyjama le vendredi soir et à manger des biscuits. Je trouve que c'est sympa. Et j'aime bien regarder ce que font les autres. Bien sûr, il y a un côté voyeur, mais ça me plaît. Hello everyone. Entre les conseils beauté, les produits coup de cœur et quelques notions de philosophie de vie, le blog vidéo d'Amelia Liana propose tout ce qui fait battre le cœur de ses fans. Avec plus de 380 000 abonnés et près de 2 millions de visites par mois, les affaires marchent bien pour elle. Sur la toile, on peut lire qu'elle gagne jusqu'à 50 000 € par an rien qu'avec la publicité. Le vlogging a quelque chose de spontané. Il n'y a pas de mise en scène ni de montage comme à la télé. Juste des gens qui sont comme ils sont. Par exemple, moi, je suis une fille normale qui promène son chien, qui raconte son quotidien et dit ce qu'elle pense. Donc je crois que les filles qui regardent mes vidéos peuvent vraiment s'identifier. YouTube a flairé depuis longtemps le potentiel économique de ces stars de la vidéo. Au YouTube Space de Londres, la relève est déjà dans les starting blocks. Des ateliers y sont régulièrement organisés pour apprendre à filmer, à monter une vidéo et bien sûr à trouver la bonne lumière. Il s'agit de faire du YouTuber un pro. Marc travaille pour les jeunes talents depuis l'ouverture de l'espace il y a 2 ans. C'est la passion qui fait un bon artiste vidéo. Tous ceux qui viennent ici aiment ce qu'ils font. Mais l'authenticité, la faculté d'adaptation et le dévouement aux fans comptent également. Il est important que l'artiste noue un dialogue avec ses fans. Il doit être à même de s'adapter aux changements et aux attentes de son public. Pour nous, c'est la clé du succès. Le YouTube Space de Londres a été le premier des 7 sites dans le monde où les artistes vidéo peuvent suivre l'enseignement de professionnels et se créer un réseau. La plateforme investit dans la génération montante et dans son propre avenir. Et c'est payant. L'an dernier, le nombre de chaînes ayant enregistré plus de 100 000 € de recettes publicitaires a augmenté de 50%. Nous pensons que notre structure est très utile parce qu'elle donne aux artistes vidéo ce dont ils ont besoin pour avoir du succès sur la plateforme. Ça va des équipements de pointe aux connaissances que nous transmettons à travers nos programmes, nos événements et nos ateliers. C'est une stratégie gagnant-gagnant pour nous et pour les artistes. De la comédie aux émissions culinaires, en passant par les films d'horreur, ceux qui ont plus de 5000 abonnés peuvent produire gratuitement dans le YouTube Space. Des milliers de vidéos ont déjà été tournées ici et même les grandes stars de YouTube utilisent cet espace. Les participants aux ateliers ne manquent pas d'ambition. Je suis ici parce que je souhaite que ma chaîne ait le plus de succès possible. Je veux contribuer à l'émancipation des femmes et communiquer une énergie positive avec mon contenu. Je participe à cet atelier aujourd'hui pour acquérir de nouvelles connaissances et développer ma chaîne. Pour le moment, je ne suis connu qu'à Londres, mais j'aimerais percer dans le monde entier. Ce dont la jeune garde rêve encore dans le YouTube Space de Londres, Amelia, elle, l'a déjà réalisé. Elle tourne et monte ses vidéos elle-même, comme tous les autres. Mais la plateforme ne va-t-elle pas perdre en authenticité avec son succès grandissant ? Amelia, pour sa part, n'a pas l'air de s'inquiéter. Mais alors, qu'en est-il des contenus sérieux sur la toile ? Selon une enquête de YouTube, la plupart des internautes regardent plutôt des vidéos divertissantes, films ou clips musicaux sur la plateforme. Les offres intellectuellement plus exigeantes auraient-elles donc peu de chances de rencontrer le succès sur Internet ? Pas forcément, car ces 3 lettres sont cultes depuis longtemps sur le web. TED, pour Technology Entertainment Design, une sorte d'université populaire en ligne. Les experts de différents domaines présentent leurs idées et leurs projets au public par le biais de conférences courtes et surtout distrayantes.
Vous pensez que c'est nul et juste bon pour les nerds? Pas du tout. Depuis que les conférences TED sont diffusées sur la toile, des millions de personnes suivent ce que des scientifiques, des artistes ou des chefs d'entreprise plus ou moins connus ont à dire au monde. Par exemple, ici, le spécialiste de la robotique, Pulkit Jaiswal. L'Américain Pulkit Jaiswal a parcouru plus de 10 000 km pour se rendre de Singapour à Bluch, en Suisse. Il est venu parler des technologies du futur à des étudiants. À tout juste 22 ans, Pulkit dirige déjà sa propre entreprise en tant qu'expert en technologie de drones et en intelligence artificielle. Et comme les médias traditionnels ne se montrent pas spécialement intéressés par ces domaines de spécialité, il espère séduire des dizaines de milliers de personnes devant leur écran d'ordinateur en participant à TED. TED est différent dans la mesure où il offre de nouvelles perspectives au public. Par exemple, si quelqu'un présente une solution contre la faim dans le monde, eh bien, il ne choisit pas un porte-parole des Nations Unies qui ne fait que répéter ce qu'on peut lire dans les journaux et les magazines. Le concept fascine aussi les célébrités. C'est ainsi que Bill Gates est monté à la tribune pour évoquer le combat contre le paludisme et les virus, la rockstar Bono est venue parler de l'aide au développement en Afrique et Al Gore de la menace du changement climatique. TED fonctionne sans arrière-pensée économique. C'est une organisation reconnue d'utilité publique qui ne place pas l'argent au premier plan, mais les idées et leur diffusion. Changer, innover, expliquer le monde, tels sont les objectifs affichés. Depuis 6 ans, des bénévoles organisent aussi des conférences baptisées TEDx, comme ici à l'école hôtelière Les Roches. C'est une sorte de franchise, mais sans profit financier. La maison mère, TED, donne des directives claires. Les intervenants et les thèmes des conférences doivent recevoir son approbation. Par contre, tous les coûts, comme le déplacement des conférenciers, sont pris en charge par les organisateurs. Les Russes Danila Teterin et Gulnara Yakupova sont étudiants à l'école hôtelière internationale. Tous deux suivent régulièrement les conférences en ligne et organisent des TEDx à Bluch pour transmettre leur enthousiasme à leurs camarades. TED offre la possibilité de se perfectionner. Quand vous regardez les vidéos, ça vous fait progresser, ça change votre manière de penser et vous découvrez de nouveaux horizons. Nous sommes intimement convaincus que les idées ne doivent pas rester secrètes, mais qu'il faut les faire connaître au public. Si on trouve une innovation quelque part dans le monde et qu'on la partage, ça peut faire avancer les choses. C'est ce que nous faisons ici. Une centaine d'adeptes de TED, pour la plupart des étudiants, espèrent élargir leurs connaissances ce soir à l'école hôtelière. Pour tous les autres, les consignes sont très strictes. Les conférences ne peuvent être filmées que par des caméras de TED. C'est pourquoi ces dernières années, ces conférences ont été accusées d'être trop élitistes. De plus, selon les détracteurs, la censure n'est pas rare. Seules les conférences autorisées par TED sont diffusées sur Internet, comme celle de Pulkit Jaiswal sur les drones parfaitement autonomes. Il faut encore recruter des gens parce que le travail avec les drones est très complexe. Bien que nous soyons en 2015, la technique n'est pas encore vraiment au point. Cela n'entame en rien le succès du concept. Jusqu'ici, plus de 3 milliards de personnes ont regardé les TED Talks. Même le public offline est emballé. Ça correspond à une tendance qui monte. C'est un site web très éducatif qui s'adresse à de nombreux secteurs économiques, couvre tous nos problèmes quotidiens et nous donne les solutions que nous recherchons. C'est pour ça que, d'après moi, ça intéresse tout le monde. J'ai trouvé ça super. Ce sont des gens normaux qui font vraiment ce qu'ils aiment. Reste à savoir si les conférences TED peuvent vraiment apporter une réponse aux problèmes de notre société. Mais après tout, ce n'est pas leur ambition affichée. TED est un espace pour poser des questions, pour réfléchir à des problèmes. Ce n'est pas une plateforme qui garantit de trouver une seule et unique solution. Ça fait maintenant 20 longues minutes que nous parlons de ce que les jeunes regardent sur Internet et nous n'avons toujours pas abordé une seule fois le thème des séries.
Il est grand temps de le faire. Grâce aux services de streaming en ligne, les Européens peuvent enfin regarder les meilleures séries télévisées en provenance des États-Unis sans avoir à attendre des années. Et ces programmes sont tellement passionnants que notre journaliste Janina est devenue complètement accro. La série culte américaine Game of Thrones lui a particulièrement plu. Rien d'étonnant à ça, puisque c'est actuellement la série télé la plus populaire au monde. Et mieux encore, elle est tournée en Europe. En Irlande, en Écosse, en Espagne, en Islande et en Croatie. Plus exactement à Dubrovnik. Cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO gagne 10 millions d'euros par an grâce à la série et vit au rythme des aventures du trône de fer. Notre fan Janina a mené l'enquête. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Voici l'histoire de Game of Thrones. 7 seigneurs de 7 pays se battent pour une seule chose, le trône de fer. Celui qui y accédera régnera sur tout le royaume, dont la capitale est Port-Réal. Port-Réal est en réalité la ville croate de Dubrovnik, où la série est tournée depuis 4 ans. Et les touristes y sont toujours plus nombreux, quelle que soit la météo. S'il y a bien des gagnants au jeu des trônes, ce sont les guides, comme Robert. Robert nous montre à moi et à la famille Hume les différents lieux de tournage en nous donnant moultes informations. Qui habite dans ce château? Combien de temps faut-il pour créer une fausse plaie? En tant que figurant dans la série et grand fan devant l'Éternel, Robert connaît toutes les réponses. L'été, il fait 2 visites guidées par jour, 6 jours sur 7. Un travail à plein temps, grâce aux inconditionnels de la série, venus de New York, de Dublin, de Séoul ou de Brunswick, d'où Robert est originaire. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils n'ont quasiment pas eu besoin de maquiller les édifices. C'est une publicité qui n'a pas de prix. Nous sommes la capitale de la série la plus célèbre de tous les temps. C'est formidable. Ils restent ici des mois avant et après le tournage parce qu'ils ont beaucoup de choses à préparer et à organiser avant et qu'ils doivent tout nettoyer après. Ils emploient constamment beaucoup de gens d'ici, des centaines de personnes. Ces nouveaux pèlerins auraient permis une croissance de 5% dans le tourisme. Pour la Croatie, c'est extrêmement important, car son économie est toujours atone depuis la guerre en ex-Yougoslavie. Le vrai capital du pays est et reste le tourisme. Après la guerre, nous ne sommes pas repartis de zéro. Nous étions bien en dessous et nous ne sommes toujours pas tirés d'affaire. Quand la Croatie est devenue indépendante et que la vie a repris son cours normal, tout ce que vous voyez derrière moi était très fortement endommagé. L'activité touristique et économique était nulle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons remonté la pente. Les chiffres du tourisme sont même meilleurs qu'avant la guerre. Tout va bien à Dubrovnik. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions de Croatie. Winter is coming. Tant que le pays est menacé par l'hiver économique, on continuera à courtiser les fans de la série à Dubrovnik. Les Croates savent exactement ce qu'ils doivent nous offrir, le sentiment d'être nous-mêmes au cœur du spectacle. C'était super. Je serai prêt à revenir, c'est clair. Sur la liste de mes prochaines destinations, il y a encore l'Irlande pour voir d'autres lieux de tournage. Mais Dubrovnik est vraiment une belle ville. C'est justement cette beauté qui séduit durablement les touristes. Game of Thrones n'est qu'un appât. Question : que se passera-t-il quand l'appât aura disparu, que le tournage de la série sera terminé ? Les gens ne cesseront pas d'aimer Game of Thrones, ni de visiter Dubrovnik. Il y a toujours des visites guidées pour Star Wars au Maroc, pour Le Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande, et même pour Le Parrain en Sicile. Je ne vois pas pourquoi ils devraient en aller autrement à Dubrovnik. L'avenir le dira. Quoi qu'il en soit, depuis le tournage de Game of Thrones, la ville est noire de monde l'été. Il ne me reste plus qu'une dernière petite chose à faire.
Power is power. Ou comme le dit un nouveau proverbe croate, Tourism is power. Andreas? Oui, un petit instant. Andreas? Oh, ça va. C'est vrai, la vie doit reprendre son cours, même s'il n'est pas toujours évident de décrocher de certaines séries. En ce moment, je suis complètement accro à la 2e saison de Fargo. Et pour vous, quelle est la série la plus addictive? Et sinon, que regardez-vous sur le net, à part Europe bien sûr? Dites-nous tout sur Facebook. Et maintenant, si vous le permettez, je retourne à mes occupations. Allez, salut. Duke's just in the corner, like totally zonked out. Winter is coming. Ja, Drucker funktioniert auf jeden Fall. Danke, Colin.